C'est le match de l'année, le match où l'OM va jouer sa qualif en Ligue des Champions. C'est vrai qu'on a souvent tendance à le dire, que c'est la rencontre de l'année, que c'est le rendez-vous le plus important, mais là c'est le cas de le dire. Il reste 3 matchs, là on joue contre un concurrent direct, et si on perd, Lille nous passerait devant, donc c'est un moment absolument à ne pas rater du côté olympien. Donc on va analyser cet adversaire, Lille qu'on connaît bien, on les a joués 2 fois cette saison. On va parler de la compo que j'aimerais voir, des points un petit peu tactiques de cette rencontre. On parlera aussi de cette course à l'Europe, combien de points il nous faut pour être sur le podium, en principe. Et également un gros point mercato en fin de vidéo, parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui ont tourné ces temps-ci sur Fofana, Ben Sebaini, Aouar. Je vous donnerai les informations qui tournent en ce moment et mon avis sur chaque dossier. N'hésitez pas à liker, peuple marseillais, c'est très important dimanche soir, le stress commence à monter. On est parti pour l'avant-match. Pour commencer, je vous demande d'être attentif. J'ai un super plan pour vous avec NordVPN pour suivre la Ligue 1, la Ligue des Champions entre autres, mais pas que. En fait, c'est un logiciel qui vous permet de vous géolocaliser à l'étranger de manière virtuelle ou inversement, quand vous êtes à l'étranger, de vous géolocaliser en France. Ça protège vos données perso, vos fichiers, vos mots de passe, d'éventuelles menaces qu'il peut y avoir sur Internet. Et véridique, ça vous permet de suivre certains loisirs. Quand vous changez d'emplacement de manière virtuelle sur NordVPN, vous pouvez profiter, bénéficier de contenus qui sont à la base géobloqués. Par exemple, concrètement, si vous voulez suivre la Ligue des Champions, vous activez NordVPN en Belgique ou bien en Irlande. Pour la Ligue 1, du côté du Mexique, sur YouTube, vous avez accès gratuitement. Et pour la Liga, par exemple, du côté de l'Inde, c'est également faisable. Vous pouvez aussi profiter de YouTube sans publicité en vous géolocalisant en Albanie. Puis il y a d'autres services qui sont également possibles à l'étranger, comme Netflix, Disney+, etc. Donc ça a plusieurs buts pour vous. Ça a plusieurs avantages. Déjà, de protéger vos données personnelles. Et également, quand vous êtes, par exemple, à l'extérieur, vous allez dans un café du coin, il y a un Wi-Fi public. C'est pas très sécurisé, c'est toujours un petit peu dangereux. Grâce à NordVPN, vous avez une protection totale, assurée, garantie, partout où vous êtes. C'est un VPN ultra rapide, très fiable. C'est important d'en posséder un, surtout avec tout ce qui se passe actuellement de plus en plus sur Internet. Et en plus, vous pouvez suivre certains matchs, certains loisirs, comme je vous l'ai expliqué, et c'est véridique. Alors en termes de tarifs, maintenant, ça donne quoi? Grâce à mon lien qui est en description, vous avez 4 mois offerts, 30 jours où vous êtes satisfait ou remboursé. Donc si ça ne vous convient pas, vous pouvez annuler au bout de 30 jours sur le premier mois. Et ça représente 2,98 € par mois sur un abonnement de 2 ans. Voilà, donc avec ce prix qui est abordable, qui est raisonnable, vous vous protégez des menaces qu'il y a sur Internet, des logiciels malveillants, vous protégez vos mots de passe, vos données perso, et vous pouvez vous localiser ailleurs qu'en France grâce au VPN et profiter de certains loisirs, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué. Ceux que ça peut intéresser, je compte sur vous pour répondre présent et pour cliquer sur le lien qui est en description. Ça peut me permettre de développer des gros projets dès le mois d'août, vraiment, je vous le garantis, je vous le promets. Donc n'hésitez pas, vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés, je répète. Et si vous avez la moindre question sur ça, vous me contactez sur Instagram et je vous répondrai. Voilà, ceux que ça peut intéresser, n'hésitez pas encore une fois, ça me soutient par la même occasion. Allez, on va passer à l'avant-match, la compo de l'OM que j'aimerais voir. Dans le 4-3-3, je pense qu'on va maintenir ce dispositif. En défense centrale, j'aimerais voir Kondogbia avec Balerdi côte à côte pour récompenser la bonne performance de Kondogbia contre Brest. Et puis à gauche, je titularise Ulysse Garcia pour être un peu plus présent dans les duels défensifs qu'un Merlin qui est un peu léger dans les contacts, dans les duels. Au milieu de terrain, Benasser doit remplacer Rongier qui est beaucoup moins performant que d'habitude. Et à l'inverse, Benasser a fait des entrées intéressantes. Est-ce qu'il est prêt pour jouer 90 minutes? J'en sais rien, mais je pense qu'il peut au moins jouer 1 heure de jeu dans un grand rendez-vous. En plus, il est venu à l'OM pour ça, pour jouer des matchs importants en Coupe d'Europe, en Ligue 1. Donc son expérience et son abattage au milieu de terrain peut énormément nous servir. À gauche, entre Henrique et Hérault, je mets Henrique dans la même logique que Kondogbia, parce qu'il a fait une très belle perf, ou du moins une belle première mi-temps contre Brest. Il a retrouvé son poste de prédilection. Et puis aussi pour l'abattage défensif, Hérault c'est un joueur qui défend beaucoup moins. Là à Lille, il faudra aussi très bien défendre. Il faudra que nos ailiers fassent le repli pour soutenir nos latéraux. J'en parlerai de l'adversaire tout à l'heure. Et puis ensuite, c'est logique, Gouiri en pointe, Greenwood à droite. Et puis d'ailleurs, en parlant d'Hérault, il n'est jamais utilisé sur l'aile gauche. Il est toujours dans l'axe.
ou du moins la dernière fois que ça arrivé, je crois que c'est au mois de novembre, le match contre Auxerre au Vélodrome. Voilà. Pour parler un petit peu de ce 4-3-3 qu'on a vu contre Brest, à la surprise générale, ça a amené beaucoup plus de verticalité, notamment sur les ailes. On était bien plus à l'aise, c'était beaucoup plus simple pour nos joueurs, notamment sur les ailes, de savoir ce qu'ils avaient à faire balle au pied, avec un latéral, un ailier devant, etc. De Zerbi, il a demandé à son groupe, clairement, dans la semaine, est-ce qu'ils se sentaient prêts pour rejouer dans ce système. Apparemment, les joueurs ont répondu de manière favorable. Et puis, il y a un exemple concret où on a vu que les joueurs étaient contents, c'est Greenwood, qui n'a jamais autant couru, qui n'a jamais fait autant d'efforts défensifs. C'est De Zerbi qui nous l'a dit, qu'il avait fait un gros match aussi dans cet aspect-là. Le coach, il a toujours dit, si on doit jouer en 4-3-3, il faut absolument que nos ailiers fassent le repli défensif. Et ça a été le cas de Greenwood, qui l'a fait sans rechigner dimanche. Il y a des joueurs un petit peu qui ont désonné, notamment Højbjerg qui a beaucoup décroché. Quand l'OM avait la possession, il se positionnait souvent comme un défenseur central. J'avais Rongier qui avait comme consigne de gêner le porteur de balle adverse. Il y a une autre chose qui a été payante, c'est que Brest a été un peu perdu sur le terrain, ne s'attendait pas à ce système-là de l'OM, dans la préparation de leur match, même que Ajor qui l'a dit à Rongier en cours de jeu. Donc vous voyez, cette préparation en Italie, ce stage à l'étranger, ça nous a permis de travailler dans le plus grand des secrets tactiquement, de se mettre au vert, et qu'il n'y ait pas de taupe, de balance, que ça soit annoncé dans la presse, que ça aille fuiter aussi. Après, c'est quand même un truc de fou qu'on soit obligé d'aller en Italie pour pouvoir travailler dans la plus grande discrétion. En tout cas, il y avait un OM qui était cohérent tactiquement, même s'il faut être honnête, on gagne le match aussi grâce à nos talents individuels, certains, comme Gouiri et Greenwood. Mais on revoit en fait l'OM du début de saison, avec ses faiblesses et ses points forts. C'est vrai qu'on est toujours fébrile. Par contre, sur l'aspect défensif, c'est clair et net. Par contre, on a été bien plus dangereux. Des joueurs qui se lâchent plus individuellement, comme Enrique, comme Greenwood, qui étaient dans leur position préférentielle. Et surtout, dès qu'il y avait une possibilité d'aller vers l'avant, on y allait. On en profitait. Il n'y avait pas ce style de jeu avec plusieurs passes où ça ronronne au milieu de terrain. Donc c'était un OM plus vertical et ça plaît au Stade Vélodrome. On sait notre devise, on connaît le public marseillais. Un jeu un peu plus direct. C'était souvent frustrant en phase de possession de faire tourner le ballon, alors que parfois il y avait des possibilités, des ouvertures et de ne pas en profiter. Et le jeu se refermait rapidement. Là, c'était bien différent. Je répète, après, on est toujours fébrile derrière, quel que soit le système de jeu malheureusement, mais au moins, on joue sur nos points forts. Nos points forts, c'est quoi? C'est l'attaque. Cette année, c'est pas la défense. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas De Zerbi, qui voulait, même s'il n'y avait pas de défenseurs centraux de métier, en rajouter un derrière. Mais dans ce cas-là, joue sur tes points forts. Tant pis. Et ça a fait partie de ses erreurs cette saison à De Zerbi d'avoir voulu basculer un peu dans cette possession. En plus, une possession plutôt haute, qui n'est pas son jeu de base, plutôt qu'un jeu beaucoup plus vertical, comme il avait du côté de Brighton. Et en plus, si on aurait continué, comme au mois d'août, au mois de septembre, avec ce jeu-là, on aurait été beaucoup plus à l'aise, il y aurait eu plus d'automatisme, on aurait été beaucoup plus rodé tout simplement. Et bon, on sait pourquoi il a voulu passer à 3 défenseurs centraux derrière. C'était pour sécuriser sa défense avant tout, parce qu'il estimait qu'on était en danger à la perte du ballon. Donc là, contre Lille, comment il faut jouer? Déjà en 4-3-3, avec une défense plutôt bloc bas. Même si on laisse le ballon à Lille la plupart du temps, d'ailleurs c'est une équipe de possession, on en parlera tout à l'heure, c'est pas grave. Là, le plus important, c'est le résultat. On s'en fout de bien jouer, on s'en fout d'être beau. Il faut gagner les 3 points, ou alors au pire, prendre un match nul. Mais à la fin des 90 minutes dimanche, ce qui comptera, c'est le résultat. On est à 3 matchs de la fin. L'équipe va encore changer cet été, à 50% au minimum. Donc là, il faut penser aux points et pas penser à la qualité du football. Ce qui compte, c'est trouver la meilleure formule pour contrer cette équipe lilloise. On va parler de Amine Gouiri, la star du moment. 7 buts et 3 passes décisives en seulement 3 mois. Il est beaucoup plus dans un rôle de finisseur qu'il était à Rennes, où il était beaucoup plus dans la construction. Et je voulais répéter de longue, c'est le mieux pour lui. Voilà. J'entends beaucoup de supporters évoquer son cas pour cet été. Est-ce qu'on le met sur un côté ou on le garde en neuf? On peut le mettre en concurrence avec un neuf, mais moi je veux le garder dans l'axe. C'est du gâchis pour moi de mettre Gouiri sur un côté. Il n'a pas la vitesse pour le coup de rein. Il a ce côté renard des surfaces, vous l'avez observé pendant ces 3 mois à l'OM, il a une vraie finition. C'est le neuf en fait moderne, qui est technique, qui décroche. Physiquement, il est bien aussi. Et puis ce poste de neuf lui va bien, tout simplement. Alors pourquoi il est beaucoup plus performant à l'OM qu'à Rennes? Déjà, il est beaucoup mieux entouré.
autour de lui, ça c'est important. Il a un coach aussi qui a eu un grand rôle à jouer et on peut féliciter De Zerbi pour ça. Avec Benassia aussi, qui lui parle beaucoup. Hein. D'ailleurs, il en a parlé cette semaine à l'équipe. Donc en fait, le côté confiance qu'a Gouiri et le côté finisseur clinique, l'OM, bien sûr, en est en grande partie responsable. Et aussi, le mérite revient aux joueurs, bien sûr. Ça va dans les deux sens. Après, attention, il s'est créé pas mal de buts à lui tout seul. On ne peut pas dire qu'il est dans un OM en 2025 qui se crée énormément d'occasions. Par exemple, sous Vitinha, sous Mitroglou, sous Wai, je pense qu'offensivement, on avait autant, voire plus de talent. Même plus. Bon, Benassia, il a dit que Gouiri, au quotidien, il ne le lâchait pas. Qu'il devait tirer des leçons de son passage à Rennes où il s'est un peu endormi. Hein, on en a déjà parlé récemment. Et que le contexte marseillais, en fait, ça lui va bien. Avec l'ambiance du Vélodrome, il adore ça. Il veut en faire un top attaquant, un tueur. Ça rejoint ce qu'a dit De Zerbi, qui le comparait un peu à Higuaín et qui avait dit d'entrée qu'il avait le potentiel pour devenir un attaquant de classe mondiale. Donc vous imaginez bien avec ces propos que le club compte l'utiliser en neuf. Et d'ailleurs j'en parlerai dans les infos mercato. David, l'OM s'est retiré sur lui parce qu'on a confiance en Gouiri. Bien qu'on va peut-être prendre un autre neuf. Il rajoute sur Gouiri qu'il est très pro dans son alimentation, dans sa routine, dans ses soins, tout ça. Et ça, je le savais depuis un moment. C'est un garçon discret qui est très professionnel. Bon, on va parler de Lille, notre adversaire que je connais bien. J'ai vu beaucoup de matchs de leur côté. Alors, j'ai toujours répété que c'est une équipe qui mérite de finir podium. Peut-être, ouais, plus que Monaco. Ça va être un match, déjà, que j'annonce, que je sens très équilibré. Contre une équipe qui aime avoir la possession du ballon. Il y aura la bataille du milieu de terrain qui va être colossale. Et face à nous, on aura la doublette Benjamin André, un joueur ultra sous-coté. On peut parler de Rongier chez nous, mais André, c'est peut-être aussi fort, voire plus. Qui sera aux côtés de André Gomes, un joueur intelligent aussi, qui est fort dans l'impact, tactiquement. Un joueur complet au milieu de terrain, dans l'entre-en-jeu. C'est une équipe qui court beaucoup. Quand on voit les statistiques, les joueurs font les efforts. Ils jouent en 4-2-3, vous le savez. Les ailiers se replacent. Et les latéraux sont très offensifs aussi, Ismaili et Thomas Meunier. Ils se portent beaucoup vers l'avant. Encore une fois, ils aiment contrôler le jeu avec souvent des séquences de passes courtes. Par contre, il faut aussi évoquer l'aspect mental. Et la pression, elle est encore plus forte à Lille, en fait. Parce que eux, s'ils ne gagnent pas, le podium, c'est terminé. Monaco devrait s'imposer. C'est fini. Ça serait un échec dans leur saison. Malgré qu'ils ont fait un beau parcours en Ligue des Champions et qu'ils vont peut-être être barragistes. Mais bon, aller 2 fois en barrage 2 ans de suite, c'est pas facile physiquement. Je pense même qu'ils préféraient peut-être être 5e. Enfin bon, avec ce qu'ils ont connu en LDC, quand même, ça m'étonnerait. Donc la pression est plus forte du côté de Lille que de l'OM. Et ça, c'est important de le dire. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont fait un communiqué pour leurs supporters de venir tout en rouge. Donc il y aura une grosse ambiance. C'est un match aussi attendu de leur côté que du nôtre. Mais l'OM a un joker par rapport à Lille. Nous, si on perd un match et on gagne les 2 autres, en principe, on sera podium. Je dis bien en principe parce que ça pourrait se jouer au goal average avec Monaco. Je vous expliquerai tout à l'heure s'ils font carton plein. Alors les absents côté lillois, il y a Zegrova qui est encore blessé. Ça fait un petit moment que ça dure. Et surtout Diakité qui est suspendu, le défenseur central, qui avait marqué au match aller. D'ailleurs, je suis désolé, mais au match aller, Lille, il méritait la victoire. En Ligue 1, je parle. Parce qu'en Coupe de France, c'est nous qui méritions de se qualifier, mais on perd au pénalty. Dommage d'ailleurs ce match de Coupe de France. Qui sait, on aurait été au bout. Enfin bon, je suis pas sûr. Vu les périodes qu'on a traversées au mois de février, mars. Et Thiago Santos également qui est absent. Alors attention aussi au coup de pied arrêté. Du côté lillois, il marque des buts sur coup franc direct. Et puis il y a des talents individuels comme Boadi, même s'il sera peut-être remplaçant. Les ailiers c'est pas mal. T'as Baker, Aradson, Pardo. Cabella aussi. Quoique il est peut-être... non, il est dans le groupe, sinon il aurait été annoncé forfait. Et attention aussi au duel aérien. C'est une équipe qui peut être impactante sur les coups de pied arrêtés dans le domaine aérien. Et qui remporte aussi beaucoup de duels aériens tout court dans un match. Alors c'est quoi les faiblesses de Lille? C'est comme sous Fonseca. Les gars, vous n'avez pas remarqué? Et déjà, c'est quelque chose qui se répète. Ils font souvent des grosses entames de match. D'ailleurs, c'est une équipe qui presse en général. Qui va chercher les adversaires. Après, est-ce que contre l'OM, ils vont vouloir aller presser? Vu notre façon de jouer, qui cherche justement le pressing adverse pour mieux ressortir, on verra bien.
ce que va vouloir faire Genesio. Mais Lille a cette tendance à commencer fort, à marquer souvent en premier, mais à s'écrouler en fin de match. Je me rappelle avec Fonseca, c'était leur péché mignon. Un match décisif contre Lyon en fin de saison, où ils éclatent Lyon pendant 1 heure. Et en fin de match, Lyon domine totalement. D'ailleurs, la dernière victoire de l'OM à Lille, même physionomie. Lille nous domine pendant 1 heure sous Villas-Boas, et on les tape 2-1 avec un but de Haké, Marley Haké. Voilà. Et c'est pareil cette saison avec Genesio. Combien de matchs récemment où Lille s'est écroulé en fin de match? Même une victoire contre Lens 1-0 dans le derby, Lille, il n'y a qu'une équipe sur le terrain pendant 1 heure. La dernière demi-heure, Lens, ils ont 3-4 occasions de marquer. Incroyable, je comprends pas. Et en plus, ça se vérifie souvent à domicile. Vraiment, raison de plus. Alors l'historique face à eux, il n'est pas terrible. Hein. On reste sur 4 défaites de suite chez eux. Ça, c'est quand même honteux. Et même en général, notre dernière victoire contre le LOSC, c'était sous Tudor en début de saison en septembre 2022. Alors regardons le calendrier. Sans comparer celui qui a l'agenda le plus facile ou le plus compliqué, on va dire peu importe. Si l'OM prend 7 points sur 9, l'OM sera sûr sur le podium. On sera en Ligue des Champions 2e ou 3e. C'est-à-dire 2 victoires ou un match nul. Si l'OM perd un match et en gagne 2, c'est pas sûr en fait. Parce que, notamment, le pire, ça serait de perdre Lille. Lille devrait donc finir devant nous, dans ce cas-là, et ne pas lâcher leur place devant nous. Et si on gagne Le Havre et Rennes, et que Monaco gagne ces 3 matchs, ça jouera au goal average avec Monaco. Et pour l'instant, c'est quasiment égalité. On a un but d'avance par rapport à eux. Donc vous vous rendez compte? Après, je sais bien, Monaco, ils vont jouer à Saint-Etienne qui joue le maintien. Ils vont recevoir Lyon. Et ils vont aller à Lens. Tiens, ça rappelle, il y a 3 ans, Sampaoli. Mais mathématiquement, ça peut se passer comme ça. Donc après, on a quand même un joker par rapport à Lyon, Strasbourg, même Nice qui s'est imposé hier, mais avec un match de plus. Le plus important, c'est Monaco et Lille, nos concurrents prioritaires. Voilà. Donc la fin de saison idéale, les gars, c'est match nul à Lille. Comme ça, on reste en plus devant Lille. Victoire contre Le Havre et contre Rennes. Et dans ce cas-là, l'OM serait sûr, en plus, d'être 2e. Ben oui, mathématiquement. Personne ne pourrait nous dépasser si on prend 7 points sur 9. Même Monaco serait derrière. Parce que là, on a 3 points d'avance. Ouais, c'est sûr et certain. Voilà, voilà. Bon, on va parler du mercato, les gars. Pas mal de pistes qui sont évoquées. Ça dépend bien sûr d'une qualif en Ligue des Champions. Les noms dont on va parler, les dirigeants anticipent cela. On va commencer par Fofana. Chelsea en a marre de ses blessures répétitives et il songe à le faire partir en prêt ou en transfert définitif cet été. L'OM apparemment serait à l'affût. Ça, c'est les infos de Foot Mercato, donc c'est quand même assez crédible. Et on sait que le joueur a toujours rêvé de jouer à l'OM. C'est un vrai supporter du club qui est né à Marseille, on le sait, et qui avait parlé il y a quelques mois que c'était envisageable pour lui et que Benassia a essayé de le faire l'été passé. Il a appelé Benassia, sauf qu'à ce moment-là, Fofana préférait rester. Voilà. Mais là, c'est plus le même point de vue pour Chelsea. Je répète, il va être mis un peu à l'écart parce qu'il est trop blessé. C'est vrai, ça représente plus de 1000 jours de blessure sur les 4 dernières saisons Fofana. Mais il y a une option qui peut être intéressante pour l'OM. C'est qu'un prêt est envisageable. Un prêt avec ou sans option d'achat, comme on l'avait fait avec Saliba. Tiens, ça me rappelle avec Saliba, l'été 2021 avec Longoria. Après les gars, pourquoi c'est un gros risque? Parce que c'est quoi le salaire de Fofana? Même si on ne le prend pas en charge à 100%, Chelsea vont demander une prise en charge minimum 80%. C'est énorme son salaire. Donc si on prend Fofana, même en prêt, est-ce qu'on pourra prendre un autre défenseur central de haut niveau? Ça va être dur. On va acheter d'autres joueurs. Pas de souci, en défense, des latéraux. Mais on ne parlera pas de défenseurs très expérimentés comme Koulibaly, Laporte, voire d'autres. Vous voyez, il va falloir choisir. Est-ce qu'on pourra faire Laporte et Fofana? Après, peut-être que c'est possible. Mais en termes de salaire, c'est costaud. Ce que ça représente ces deux joueurs. Mon avis sur Fofana, je suis prudent. Je suis prudent. C'est très risqué. Parce que ça serait le pilier de la défense. Et s'il est blessé rien que la moitié du temps, rien que ça pourrait être pire. Bah, honnêtement, ça serait très problématique pour nous. On l'a vu avec le cas Felipe cette année. On ne peut pas l'an prochain jouer avec Balerdi aux côtés d'un joueur moyen. Bah, y a une autre piste en défense centrale qui a l'air
bon, on va pas dire très avancé parce que on n'en est pas là non plus. C'est Ben Sebaini qui a 30 ans, l'ancien joueur de Rennes qui joue à Dortmund maintenant, titulaire en Ligue des Champions cette saison. Hein. Il a joué contre le Barça. Alors apparemment, selon Sky Sport, Dortmund ne serait pas contre la vente du joueur. Et l'OM est sous le dossier. L'OM se renseigne. L'OM a un intérêt sur lui, d'après également la tribune olympienne, même si on parle juste d'une rumeur, d'un intérêt ou peut-être même d'un jeu d'agent. La Minute OM a dit aussi qu'on s'intéresse à Ben Sebaini. Alors, ses qualités, c'est quoi? Son expérience de la Ligue des Champions, de la Bundesliga, de la Ligue 1, de la Coupe d'Afrique. C'est un joueur qui est polyvalent. Il peut jouer latéral gauche ou en défense centrale depuis quelques années. Avec l'Algérie, il joue dans l'axe. Il est très fort dans les duels aériens. C'est un joueur qui est fort également dans les duels, qui a un bon pied gauche, qui est souvent bien placé. Ses quelques défauts, ça peut représenter son excès d'engagement. Il prend pas mal de cartons rouges. Ouais, ça je l'ai remarqué. Il était parfois victime de manque de concentration il y a quelques temps. Mais il a progressé, Ben Sebaini, hein, depuis son passage notamment à Dortmund. D'ailleurs, avant Dortmund, il était déjà en Bundesliga. À Mönchengladbach, hein, je crois. C'était un de leurs meilleurs joueurs. Donc depuis Rennes, il a beaucoup progressé. Il a également une bonne relance hein, aussi, hein, avec son pied gauche, mais je crois que j'en ai parlé. Et comme nos hauts défauts, on peut dire aussi en termes de vitesse, bon, ça va plus vite largement que Kondogbia, que Cornelius, mais c'est pas ultra rapide. Après, tout dépend à quel poste tu le mets. Latéral ou en défense centrale, mais moi, à l'OM, il est titulaire. Hein. Dans les deux cas, à gauche ou dans l'axe. Je vous le garantis, je pense que vous en êtes conscient. Hein. Le mec, il a joué 30 matchs avec Dortmund cette année. Alors, c'est pas un grand Dortmund, c'est vrai, cette saison, mais il était également là la saison précédente, hein, quand ils ont été en finale Ligue des Champions. Bien que cette saison-là, il n'était pas toujours titulaire. Voilà. Rappelez-vous ce qu'a dit Benassia sur Ben Sebaini cet hiver. D'ailleurs, il n'y avait aucun rapport dans sa déclaration. Il a dit, parce qu'il parlait des recrues algériennes qu'a fait l'OM au mois de janvier, Gouiri et Benasser. Et Benasser, il a embrayé, bah, par exemple, chaque club, il aimerait en Europe avoir soit Ben Sebaini ou Ait Nouri. Bon, Ait Nouri, lui, c'est un pur latéral gauche qui joue également en première ligue. C'est plus cher ça hein, que Ben Sebaini. D'ailleurs, c'est quoi la valeur marchande de Ben Sebaini? 7 millions d'euros. Je m'attendais à plus. Mais ça, c'est en raison de son âge. Il vient d'avoir 30 ans. Donc tant mieux pour nous, ça baisse sa cote. Moi, ça me plaît, Ben Sebaini. Je vous dis cash. Dortmund, je sens qu'ils veulent, pourquoi pas s'en séparer, parce qu'il est en fin de contrat dans 2 ans. On fait une offre à 15 millions ou un peu plus. Tu prends Ben Sebaini, c'est un vrai apport pour l'OM dans le secteur défensif. Voilà. Après, on sait bien que De Zerbi devrait repasser à 4 derrière. Donc je répète, hein, à gauche ou dans l'axe. Et en plus, c'est quoi qui veut De Zerbi chez un défenseur en priorité? C'est un bon relanceur. Et Ben Sebaini, c'est pas maladroit à balle au pied. Mais à suivre les gars, hein, parce qu'on parle d'un intérêt pour l'instant. Alors Aymeric Laporte, on n'a pas eu de nouvelles depuis une semaine. On sait que l'OM en cas de qualif en Ligue des Champions, lui pour le coup, il y a une avancée hein, sur son dossier. Il serait partant, le club également. Après, on voit ces derniers matchs en Arabie Saoudite. Et c'est vrai que ça fait un peu peur les gars. Ça n'a jamais été Laporte un joueur très rapide. Et on sait que l'OM est en grande difficulté cette saison, notamment dans la gestion de la profondeur. Et que lui, c'est plutôt un bon relanceur. Un petit peu comme Boskagli d'ailleurs. Donc après, voilà, pour couvrir les espaces dans son dos, Laporte ou même Boskagli, hein, c'est un peu dangereux. Surtout qu'on sait que l'OM en Ligue 1 joue contre des équipes qui jouent le contre, hein, très regroupées, avec des joueurs de vitesse souvent dans le championnat de France. Il a quel âge Laporte? J'ai pas sa fiche, je crois qu'il a 31 ans. Mais quand tu joues en Arabie Saoudite, tu perds un peu de ta condition physique. Donc Laporte, je commence à être mitigé. Surtout que ça serait un salaire très important. Mais après, je sais bien, si on est en Ligue des Champions, il nous faut de l'expérience. C'est vital, notamment en défense centrale, pour accompagner Balerdi. Il y a une autre rumeur qui concerne Medina, le joueur de Lens. Je parle vraiment d'une rumeur. Hein. Ça vient de quelques insiders sur Twitter. Apparemment, il aimerait beaucoup venir chez nous pour l'atmosphère de Marseille, du stade Vélodrome qui lui rappelle l'Argentine. Je pense qu'il a entendu hein, ce qu'a dit Balerdi, Rulli, et même il est déjà venu au Vélodrome. Et que lui, ça serait dans son intérêt, parce que quand tu passes de Lens à l'OM, ta carrière progresse. Lens ne sera pas européen l'an prochain. Medina, les gars, on le connaît, c'est un très bon défenseur. Hein. On le voulait tous il y a 1 an. C'est pas mal parce que ça serait pas hyper cher. Après, je sais que les clubs de Ligue 1, entre eux, ils sont très exigeants. Lens nous fera pas de cadeau. Mais pourquoi pas? Medina, Ben Sebaini.
Bon après, est-ce que c'est le niveau Ligue des Champions, Medina? Je pense qu'il faut être raisonnable, il faut être sérieux. Pour l'OM l'an prochain, ouais. Il a joué la Ligue des Champions d'ailleurs avec Lens. Donc pourquoi pas. Alors une autre rumeur les gars qui concerne Houssem Aouar à prendre avec des pincettes parce que j'ai vu qu'un média en parlait. Au final c'est DZ Foot. On le suivrait, pour l'instant il n'y a pas d'offre encore. Mais ce qui est vrai c'est que l'OM le voulait vraiment l'été dernier. Info de l'équipe, Benassa le voulait. Et que De Zerbi qui va repasser dans un 4-2-3-1, il veut un vrai meneur de jeu. Aouar il peut jouer 10 ou 8. On connaît l'ancien Lyonnais qui est passé par la Roma juste après. Alors à la Roma avec Mourinho, il ne s'est pas imposé comme titulaire parce que Mourinho ne lui donnait pas une grande confiance. Et avec l'Arabie Saoudite, il fait partie des meilleurs passeurs du championnat. Par contre, il a eu quelques pépins physiques. Après les gars, que penser de Aouar? Mitigé. Mitigé, joueur technique au milieu de terrain. Il a une très belle vision du jeu. C'est pas Amin Harit qui est beaucoup plus dribbleur, percutant. Aouar, c'est un joueur intelligent. Fait pour une équipe de possession, clairement. Mais mitigé, ça dépend le prix. Ça dépend pourquoi faire. Titulaire, dans la rotation. À voir. Après, on va me parler de la Coupe d'Afrique. Oui, on sait ce qui s'est passé l'an passé avec la CAN. Mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'Africains. Kondogbia, il va partir cet été. Et je crois qu'il n'est même pas qualifié pour la CAN, il me semble. On a Gouiri et Benasser. Et la CAN, c'est du 23 décembre au 17 janvier. Donc ça représente combien de matchs officiels? C'est plus les mêmes dates qu'avant. Hein. Avant, c'était début janvier, fin janvier. Il a à mettre pendant les fêtes de Noël, la CAN. Donc tant mieux, notamment pour les clubs européens. Après, si l'Algérie va au bout, oui, il raterait, je sais pas moi, 3 matchs, par-ci, à peu près quoi. Mais bon, voilà, la CAN, c'est sûr, faut pas avoir 7 joueurs qui vont la jouer, c'est trop, mais on est loin de ça pour l'instant. Jonathan David, les gars, il y a un article de RMC qui est sorti hier, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, qui nous explique que l'OM n'est plus sur lui en fait. Hein. Alors on sait qu'il est libre cet été. Il y aura beaucoup de clubs intéressés par lui. Alors, il n'a jamais caché qu'il voulait une expérience à l'étranger, qu'il va avoir des exigences salariales très importantes. Moi, j'aimerais bien pour être avec Gouiri en neuf, parce que l'an prochain, il y aura beaucoup de matchs, il peut y avoir des blessures, etc. Gouiri est polyvalent. J'aime bien ce joueur. Je ne vais pas répéter ses qualités, parce que déjà, c'est plus d'actualité. Apparemment, d'après RMC, cette rumeur-là. Et je ne pense pas au final qu'on va le prendre. Des fois, il y a des infos mercato, il y a des rumeurs, où il y a tellement de bruit qu'au final, ça ne se fait pas. Il faut être logique. David, il aura plein de propositions. Mais peut-être que l'OM, il y a quelques temps, a essayé, en effet. David, il pêche souvent à la finition. Mais c'est un attaquant complet, par contre. Qui bouge beaucoup, qui est capable de jouer dans un 4-4-2 autour d'un avant-centre. C'était comme ça au début avec Lille. Hein. On se rappelle la doublette avec Yilmaz. Après... ouais, il a ce côté devant le but qui n'est pas clinique. Hein, et ça pourrait frustrer les supporters de l'OM. Mais bon, il est bon dans ses appels. Quelqu'un qui pèse, qui crée du danger. Voilà. Alors, il y a une autre rumeur qui est sortie concernant une pépite, entre guillemets, argentine de River Plate. Mastan Chuono, un joueur de 17 ans. Je me suis renseigné aujourd'hui. Des médias français comme RMC disent que le Real et le PSG sont en tête, sont en pôle. Donc apparemment, on parle vraiment d'une pépite, hein, on peut le dire. Donc plusieurs clubs européens le suivent, des gros clubs d'après RMC, dont l'OM. Et cette rumeur, elle est partie d'un journaliste en Argentine. Comme quoi Longoria est parti même là-bas pour négocier avec River Plate. Donc, ça a l'air intéressant. On parle quand même du Real, du Barça, de City qui serait dessus. Mais vu la concurrence, ça va être chaud pour l'OM de l'attirer. À moins qu'on lui promette un certain temps de jeu l'an prochain. Voilà. Mais il a 17 ans. Il va découvrir la Ligue 1, l'OM, Marseille. Donc après, tout dépend aussi le prix parce que ça peut être cher. Hein, 17 ans, un crack suivi par beaucoup de clubs. Les valeurs marchandes, elles montent vite maintenant dans le foot. Qu'est-ce que vous en pensez de ce type de pari en Argentine? Alors Longoria, les gars, il s'est exprimé hier sur RMC. D'ailleurs, pour la fête qu'il y a eu, hein, c'est vrai que ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs cette soirée des 125 ans. Avec certaines légendes olympiennes. On espère qu'à l'avenir, l'OM va pouvoir recréer ce type de soirée avec d'autres légendes du club, évidemment. On dit qu'on parle trop du passé chez nous. Bah, c'est peut-être vrai, mais en même temps, on est fiers d'avoir une histoire
un passé glorieux et c'est pour ça qu'on supporte l'OM aussi. Pour sa grandeur et aussi sa ferveur. J'en reparlerai rapidement en fin de vidéo par rapport au PSG très rapidement. Concernant Longoria, il a dit que son avenir dépendait des résultats. Donc attention, la fin de saison, c'est-à-dire si l'OM finit 6e ou 7e, est-ce que Pablo va rester? On verra, mais il est sincère là dans sa déclat. Il dit que ce club est merveilleux et je le sais sincère aussi là-dessus. Qu'il était important de faire ce type de soirée pour transmettre l'histoire du club aux autres générations. Et là-dessus, je suis d'accord avec lui. C'est important de transmettre. Moi, j'essaye de le faire souvent en tant que youtubeur OM, d'expliquer l'histoire aux jeunes et tout. C'est important les gars pour que les jeunes supportent l'OM de père en fils, que ça continue comme ça. Et il y a une question intéressante. Est-ce que les souvenirs du passé ne sont pas un héritage lourd pour les dirigeants actuels de l'OM et les joueurs actuels? Parce que c'est vrai qu'on est exigeants, nous les supporters, par rapport au passé qu'a eu l'OM. Il a dit non, que c'était une base sur laquelle on doit construire. Alors là-dessus, je pense pas qu'il est honnête à 100%. C'est pas faux ce qu'il dit. Que notre histoire, c'est unique, c'est aussi une force, mais ça met une pression supplémentaire aux dirigeants actuels. Tu travaillerais à Lille ou à Nice avec l'effectif qu'a l'OM, ce qui est possible, hein. Il y aurait moins de médiatisation et d'attente chez les supporters. Voilà. Parce que par exemple, cette année, l'OM a subi beaucoup de critiques, mais l'OM a été quand même sur le podium toute la saison, hein. Je fais une petite parenthèse. On est sur le podium depuis la 3e journée. Bah tiens, en parlant de la médiatisation extrême qu'a l'OM, De Zerbi, il s'en est un peu plein. Après le match dimanche, il a dit « Vous m'avez cassé les couilles ». Avec le stage en Italie, c'est vrai que tout le monde en a parlé, quoi. Tous les médias. Laisse tomber les débats qu'il y a eu là-dessus. Il a juste dit, moi je voulais un peu casser la routine, je suis comme ça. Rentrer un petit peu chez moi et surtout montrer à mon groupe que c'était important de se qualifier en Ligue des Champions. Et également qu'il n'a pas trouvé de structure à Cannes, à Saint-Tropez, pour pouvoir faire un stage, faire une mise au vert là-bas. Donc il s'est dit, pourquoi pas aller en Italie, c'est pas très loin. Voilà. Rapidement sur les droits télé, vous avez vu que Canal+, hein, ils veulent revenir dans la bataille. Parce que là, il y a une opportunité hein, pour récupérer les droits. Pas trop cher, autour de 200, 150. Malheureusement, ils sont en position vraiment favorable. Bon, c'est pas fait les gars, mais à suivre. À suivre ce qui va se passer, on va pas trop s'avancer. Tout est possible, mais avec DAZN, ça semble la fin. Les trophées UNFP, vous avez vu qu'il n'y a aucun joueur de l'OM parmi les joueurs de la saison nominés sur les 6 au total. Rabiot et Greenwood auraient pu être dans la liste. On parle quand même du 2e meilleur buteur de Ligue 1 et même Rulli, il aurait pu être nominé. Il fait seulement partie des meilleurs gardiens, heureusement d'ailleurs. Et j'espère que Rulli, il y a intérêt qu'il remporte le trophée d'ailleurs. Donc bon, peut-être que certains s'en foutent. Moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais c'est dommage pour Rabiot, pour Greenwood qui méritait quand même une récompense, au moins d'être nominé parmi les 5. Voilà. De Zerbi d'ailleurs qui n'est pas nominé parmi les 5 meilleurs entraîneurs alors qu'on parle quand même d'un coach qui a été 2e toute l'année. Je sais bien qu'il a un effectif qui est plutôt pas mal, mais c'est pareil pour Monaco. Pourquoi le coach de Monaco et pas De Zerbi? Eric Roy, je comprends. Par rapport aux moyens qu'il a, tout ça. Enrique, je comprends. Mais oui, De Zerbi devrait l'être. Après, il paye certainement ses déclarations envers l'arbitrage, tout ça. Vous savez comment ça se passe. En espérant que ça ne va pas le dégoûter, que cette cérémonie se passe sans lui. Bon, je pense que ce n'est pas le cas. Rapidement, les gars, bon, vous savez que le PSG peut aller en finale de Ligue des Champions. On en reparlera plus tard, hein, s'il la gagne. S'il la gagne, hein, parce que pour l'instant, ils ont 35% de chance de la gagner, mathématiquement. Juste, les gars, pour vous rappeler que c'est vrai que s'ils la gagnent, ils auraient un palmarès meilleur que nous. Enfin, ils passeraient devant nous. Certes, grâce à QSI, au bout de 14 ans de projet, c'est pas un exploit de la gagner au bout de 14 ans, mais ça, j'en reparlerai plus tard, en étant objectif. En disant, en étant objectif, vous verrez. C'est pas que je me prépare, mais bon. Mais les gars, l'OM, il n'y a pas que le palmarès, il n'y a pas que la grandeur. Quand on dit que l'OM est le plus grand club français, il y a aussi sa ferveur. Sa ville de football, son enracinement, son stade Vélodrome, ses côtés à part. On a la chance de supporter un club qui a une ferveur, une histoire. Beaucoup de trucs particuliers. Donc même s'il la gagne, ça n'empêchera pas qu'on a la Ligue des Champions également en 93, qu'on l'a gagnée, qu'on la célébrera toujours, qu'on s'en rappellera toujours, même si on en parlera peut-être un peu moins, vu qu'on ne sera plus les seuls, et que l'expression « à jamais les premiers » va perdre du sens. Parce qu'à jamais les premiers, pour moi, ça veut dire aussi parce qu'on est les seuls. Parce que moi, je préfère la gagner en 2025 qu'en 93 avec des champions. Là, je vous le dis cash. Hein. J'aurais pas d'excuses par rapport à ça. Hein. Parce que moi, je ne l'ai pas connu 93. J'aurais préféré la vivre maintenant.
D'accord, faut être logique. Je pense pas qu'en Angleterre, en Italie, ils pensent aux premiers clubs italiens, anglais qui l'ont gagné. Ils s'en foutent. Qui l'a gagné en premier en Angleterre, on sait même pas. Je connais même pas la réponse, on s'en fout. Jamais les premiers, c'est parce qu'on est les seuls. Voilà. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, bah écoutez, tant pis, mais faut être objectif et penser à la jeunesse. C'est mieux de la gagner maintenant qu'il y a 30 ans et d'être soi-disant les premiers. Non. Voilà. Et je suis le premier à répéter l'histoire de l'OM tout le temps, à parler du passé, peut-être un peu trop, à connaître mon club par cœur. Mais je serai objectif. Si un autre club français la gagne, je me rappelle Monaco en 2004, Lyon, enfin il y en a eu plein qui auraient pu la gagner. Mais c'est pas pareil. Ensuite, je vais finir la vidéo, hein. C'est déjà assez complet. Les gars, les winners seront suspendus contre Rennes. Je pense que l'OM peut faire appel de la suspension. Donc reporter la suspension au mois d'août. Même si c'est chiant aussi pour le premier match de l'année. Mais c'est terrible quoi. Ça pourrait être un match capital pour la course au podium. Il n'y aura pas les winners au virage sud qui représentent la moitié du virage. Quand il n'y a pas les ultras ou les winners, l'ambiance ça se ressent. Hein. Donc ouais, franchement une nouvelle embêtante. Pour la fête quoi, pour l'ambiance, pour le dernier match, tout ça. Et peut-être aussi pour nos joueurs, si c'est important mathématiquement. Je m'arrête là les amis, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker les gars, juste en bas. Si vous voulez que l'OM aille en Ligue des Champions, il faut mettre un pouce en bas de la vidéo. Et je compte sur vous, j'en ai parlé en début de vidéo, ceux qui peuvent être intéressés par NordVPN, avec plusieurs avantages que ça comporte pour suivre certains matchs, pour protéger vos données de manière ultra complète, à un prix ultra réduit, avec 30 jours satisfaits ou remboursés, 4 mois offerts. N'hésitez pas, ça peut me soutenir énormément. Rendez-vous demain soir pour vivre le match, dimanche. Prise d'antenne 19h30, on va commencer très tôt. N'hésitez pas à venir également. Et puis on va espérer que l'OM s'impose ou au pire fasse un match nul. Sinon, écoutez, ça sera très tendu jusqu'à la fin de saison et il va falloir qu'on soit en Ligue des Champions. Vous savez pourquoi, on ne va pas se répéter, mais c'est important pour la suite du projet, évidemment. Forza l'OM!